Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 31 janvier 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. MSD revendique des avancées majeures face au pouvoir en place. Alexis Nduhije a également indiqué que l'objectif poursuivi est de renverser le CNDD-FDD. Et enfin, nous vous parlerons dans ce journal de l'aide humanitaire aux réfugiés congolais. 25 tonnes d'aide arrivent, mais les besoins restent énormes. L'ONU agit et l'Union européenne promet de renforcer son appui. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page politique où le parti MSD, engagé dans le combat politique depuis 2015, a réalisé de nombreux progrès et a considérablement affaibli le pouvoir du CNDD-FDD. C'est ce qu'a déclaré Alexis Nduhije, président de ce parti, lors d'une conférence de presse tenue ce samedi. Le président du MSD a précisé que conjointement avec d'autres acteurs politiques et des membres d'associations de la société civile, les réactions ont mené à des sanctions contre le Burundi et que les ressources financières ont également été affectées. Pour ce qui concerne le MSD dans son combat politique, oui, nous avons pas seulement le MSD, avec tous les partis politiques et les organisations de la société civile, nous avons déjà atteint beaucoup de choses. On a fragilisé le CNDD-FDD au pouvoir, on a fragilisé le gouvernement burundais. On est arrivé à un stade où, diplomatiquement, on a réussi à isoler le gouvernement burundais. Donc ça a été un travail colossal qui a été fait par tous les acteurs politiques du Burundi et aussi ceux de la société civile. Il faut vraiment les applaudir pour ce travail. Donc il y a des gens, il y a des Burundais, il y a même les gens de l'opposition eux-mêmes en interne, et même des journalistes qui sont volontairement aveugles, qui refusent. Il n'y a pas pire aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Vous voyez? Il y a beaucoup qui refusent de voir que, quand même, le travail politique et diplomatique des acteurs politiques et des acteurs de la société civile du Burundi a atteint quelque chose que je qualifie de colossal parce que ça a quand même fragilisé le gouvernement burundais au niveau de sa collaboration avec les bailleurs de fonds, au niveau même de l'organisation des finances publiques. Donc ça, c'est quelque chose. Alors maintenant, est-ce que les acteurs politiques ont déjà atteint tous leurs objectifs? Bien sûr que non. Et ils vont continuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout le travail que nous avons fait ce matin sur des questions de mobilisation, sur des questions d'insurrection, parce que c'est de ça qu'il faut. Tout ça, c'est le travail qui vise pas seulement maintenant à déstabiliser le gouvernement burundais, mais à faire partir du pouvoir le CNDD-FDD. Et nous allons le faire. Tout combat politique vise le pouvoir. Et donc, nous n'avons pas honte de dire que le MSD, ou quiconque qui fait un combat politique, a un objectif de prendre le pouvoir. Voilà. Alexis Nduhije a également indiqué que l'objectif poursuivi est de renverser le CNDD-FDD. Il a affirmé que dans les actions en cours, il y a notamment le soutien de tous les mouvements qui prendront les armes dans ce but. Bon, on n'est pas seulement prêt à... Si vous dites que nous sommes prêts à soutenir Red Tabara ou les mouvements rebelles, on va dire que le seul mouvement qui existe qui est aussi actif, c'est Red Tabara pour le moment. Donc, c'est pas qu'on est prêt. Si vous dites qu'on est prêt, c'est qu'en fait on envisage. Non. On est, en ce qui me concerne personnellement, nous soutenons. Ce n'est pas quelque chose. Bref.
Dans la politique toujours, les quotas ethniques restent respectés, bien que certains candidats ne disent pas la vérité sur leur ethnie lors du recrutement. Le ministre de l'Intérieur l'a indiqué ce jeudi lors des questions orales au Sénat au moment de l'analyse du projet de la loi portant révision de la loi régissant l'organisation et les missions de la police nationale. Le ministre Léonidas Ndaruzaniye indique que la personne reconnue coupable de fausses déclarations est sanctionnée. mugabo uyu munsi twebwe mu gipolisi turarubahiriza amayekilibre constitutionnel. Nous, au sein de la police, nous respectons l'équilibre constitutionnel. En matière de recrutement, nous nous conformons strictement aux lois et aux principes de l'équilibre constitutionnel. Avant l'intégration, nous vérifions que les Hutus soient représentés selon les quotas prévus, que les Tutsis sont également représentés et que les Tswa le sont aussi. Dire qu'il y a des documentés sur leur appartenance ethnique, cela n'est pas une chimère. Nous avons des cas qui arrivent souvent où le candidat déclare qu'il est de telle ou de telle autre ethnie, même après l'entrée en fonction, et que des enquêtes démontrent qu'il a menti sur son appartenance ethnique. En plus d'être renvoyé, il doit également être poursuivi et puni. À ce sujet, la Ligue estime que c'est une avancée de voir que le Sénat se soucie de ces quotas ethniques au sein de cette institution. Anchar Nikoyagizé, président de la Ligue fait savoir que, mis à part ces cas de tricherie, plusieurs cas peuvent engendrer le déséquilibre ethnique au sein de la police. Et à la Ligue on trouve que c'est un grand pas que la question soit posée. Et aussi, on partage la même préoccupation. Et à la Ligue on se base sur 3 facteurs. Facteurs qui peuvent être évités par la vigilance du Sénat. Les 2 premiers facteurs où la Ligue invite ou recommande au Sénat d'être très vigilant, parce que c'est à ce niveau où un déséquilibre peut être observé, peut être inévitable s'il n'y a pas un suivi régulier. Le premier facteur, c'est le facteur lié à l'âge des ex-rebelles et l'âge des ex-corps de sécurité nationale. Lorsqu'il y a eu fusion, les ex-rebelles, ils étaient jeunes par rapport aux ex du corps de sécurité nationale. Là, on pouvait voir des ex-corps de sécurité entrer en retraite dans l'année suivante, alors que ce n'était pas le cas pour les ex-rebelles. Ce qui montre qu'il y a un déséquilibre. Le deuxième facteur, qui est aussi très important. Naturellement, que nous savons même qu'il y a beaucoup de chômeurs dans les 2 ethnies. Donc vous comprendrez qu'il y a plus de demandes, plus de chômeurs de Hutus que de Tutsis. Et au moment du recrutement, une grande demande de Hutus, avec une opportunité de ce qui fait le recrutement, c'est beaucoup plus les Hutus qui coordonnent. Il y a plus de chances que les Hutus trichent et se présentent comme des Tutsis alors que non. Parce que même dans ceux qui recrutent, ils ont cette préoccupation en fait qu'il y a une grande demande des Hutus. Donc, départ de beaucoup de Tutsis en retraite et une grande demande d'être recrutés des Hutus. Donc, ce qui fait que si le Sénat, qui devrait veiller à ce que cet équilibre soit maintenu, s'il ne fait pas beaucoup d'attention au niveau du recrutement, ce que par ailleurs, d'après les constats de la Ligue, car aussi que la Ligue a fait, on n'est plus à 50%, on est à moins de 30% des Tutsis de police, suite à ces 2 premiers facteurs dont je viens de souligner. Donc, je me dis que le Sénat ne devrait pas s'arrêter à poser des questions au ministre de la Sécurité publique, mais il devrait faire une enquête bien fouillée pour que ce déséquilibre déjà enregistré puisse être corrigé dans les recrutements futurs. Il n'y a pas de question, le déséquilibre est déjà là, un déséquilibre très prononcé, mais comme pour le moment ça devient une préoccupation du Sénat, rien ne peut empêcher que ce déséquilibre ne soit corrigé. Parlons à présent de la rubrique sécurité où tout militaire burundais en possession d'un passeport ordinaire ou tout autre document lui permettant de quitter le pays qui ne l'aurait pas obtenu auprès de l'armée est tenu de le présenter aux autorités militaires au plus tard le 10 février de cette année. Ces déclarations figurent dans un communiqué officiel signé par le chef des bureaux centraux de l'armée, le général Prime Nyongabo, le 29 janvier. Le porte-parole de l'armée, Gaspard Balatouza, a expliqué vendredi
vendredi dernier lors d'une conférence de presse avec les journalistes les raisons ayant motivé cette mesure. Comprenez qu'il n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui est digne de bonne foi, qui exerce sa profession, posséder encore une fois 2 documents de voyage. Ce n'est pas autorisé pour un militaire. Voyager pour faire quoi? Parce que de passer les frontières, tout militaire doit avoir une autorisation. Il est strictement interdit aux militaires de voyager sans autorisation. Je ne sais pas combien, mais il y a eu des cas où on a découvert à la police de migration et de frontières qu'il y a des militaires qui auraient sollicité des passeports ordinaires. Pourquoi en faire? On ne sait pas. Ce communiqué rappelle que ceux qui en ont déjà, par initiative, les déposent au service chargé de l'administration pour les conservations. Ce sont les leurs, mais ils doivent les déposer là-bas, puisque ce n'est pas autorisé encore une fois de posséder 2 documents de voyage pour un militaire. Il y a les piliers sur lesquels la FDMD est fondée. Il y a encore la discipline, il y a le patriotisme, il y a la cohésion, le professionnalisme, mais aussi il y a la loyauté. Les sanctions sont prévues dans les règlements et les lois. À Buhumuza, les habitants de la commune Muyinga, dans la province de Buhumuza, se plaignent contre les chiens errants dans les différentes collines de cette commune. Ces chiens ont même commencé à manger le bétail des habitants. Les habitants ont peur que ces chiens puissent attaquer les gens si aucune mesure n'est prise rapidement. Notre confrère Elvis Nyomungere nous donne les détails. Les habitants de la ville de Muyinga qui se sont confiés à la RPA indiquent que ces chiens apparaissent surtout en soirée et durant la nuit et qu'ils sont nombreux. Ils précisent que ces animaux ont déjà attaqué 5 porcs appartenant à un habitat dont 2 sont morts à la suite de ces morsures. Cet habitat témoigne. Les chiens errants sont présents sur la colline d'eau Kigonganya dans la zone de Kirène. Ils sont visibles dans presque toutes les collines de cette zone, notamment sur la colline d'eau Karimbi. Ces chiens ont déjà aussi mangé des porcs dans ces mêmes collines. Par ailleurs, les résultats affirment vivre désormais dans la terre, de se déplacer la nuit, redoutant de croiser ces chiens errants. Ces propriétaires d'animaux domestiques préfèrent même passer la nuit à l'extérieur afin d'empêcher les chiens d'attaquer le bétail. Il est devenu très difficile de circuler dans les montagnes et les collines pendant la nuit, notamment depuis 20h30 du soir et plus. Dans certaines zones où il n'y a pas d'éclairage public, des gens éprouvent des difficultés à passer pendant ces heures à cause de la présence des chiens errants, ce qui provoque une diminution du nombre de personnes circulant sur ces routes avec de nombreux chiens qui traversent. Les habitants de la ville de Muyinga lancent un appel aux autorités locales pour que des mesures soient prises afin que les propriétaires de ces chiens les gardent enfermés chez eux. Nous demandons aux autorités compétentes de sensibiliser les propriétaires de ces chiens et de prendre les mesures nécessaires pour que ces chiens soient suivis et vaccinés et restés à leur disposition. Ils devraient être placés dans des espaces appropriés au sein de la ville pour garantir la sécurité des habitants. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre l'administrateur de la commune de Muyinga, Amédée Misago, afin de recueillir sa réaction à ce propos. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Parlons à présent de l'environnement dans la province de Burunga. Plus de 80 hectares de champs de culture variés ont été détruits par des pluies mêlées de vent et de grêle qui se sont abattues sur différentes collines de la zone Gitava, commune Rutana, province de Burunga, dans l'après-midi de ce jeudi 29 janvier 2026. La colline de Nyamure a perdu au moins 40 hectares. Sur la colline Nyabisanzu, 25 hectares ont été endommagés et 20 hectares de champs endommagés sur la colline de Mahiza. Les informations fournies par certains administratifs à la base font savoir que plusieurs familles sont restées dans la désolation. Ils demandent ainsi au gouvernement et autres bienfaiteurs de venir en aide aux sinistrés de ces changements climatiques. Parlons à présent du manque d'eau dans la ville de Bujumbura, où les habitants des quartiers Nyakabiga et Jabe, situés dans la ville de Bujumbura, sont confrontés à une grave pénurie d'eau potable.
Certains résidents de ces quartiers indiquent qu'ils passent parfois plusieurs jours sans avoir accès à l'eau et que lorsqu'elle arrive, ce n'est que pour une très courte durée. Ils sont alors contraints d'acheter de l'eau en bidon transportée par des vendeurs ambulants. Selon ces habitants, si rien n'est fait dans les plus brefs délais, ils risquent de contracter des maladies liées au manque d'hygiène. Débuté avec Hervé Niyuhire. Les habitants des quartiers Nyakabiga et Jabe, situés à mairie de Bujumbura, dénoncent une dégradation préoccupante de l'accès à l'eau potable. Selon leurs témoignages, la situation s'est nettement détériorée vers la fin du mois de novembre dernier. Ils indiquent que même la faible quantité d'eau qui était habituellement disponible pendant la nuit se fait désormais rare et ne coule que pendant de très courtes périodes, rendant l'approvisionnement en eau de plus en plus difficile pour les ménages. Depuis plusieurs jours, l'eau manque gravement. Lorsqu'elle arrive, c'est généralement tard dans la nuit, vers 2 heures du matin ou 3 heures, et elle ne dure qu'une heure ou même moins. Ainsi, si l'on ne se réveille pas pour aller puiser l'eau à ce moment-là, certains se retrouvent sans rien, d'autant plus que tout le monde ne dispose pas de bidon comme auparavant, lorsque l'eau arrivait régulièrement. Cette situation a commencé dès le mois de novembre. Auparavant, l'eau manquait parfois, mais aujourd'hui, elle est presque totalement absente. Face à ces pénuries, certains résidents affirment être contraints de payer de tiers pour s'approvisionner en eau, tandis que d'autres doivent parcourir de longues distances pour en trouver. Cette situation engendre des perturbations dans la vie quotidienne, notamment des retards et des désorganisations pour les personnes devant se rendre au travail. Ceux qui n'ont pas de bidon sont obligés de demander à d'autres d'aller leur puiser de l'eau et de la transporter sur la tête. Or, dans les quartiers Nyakabiga, Jabe et Buyenzi, les motos ne peuvent pas accéder à certains endroits, ce qui oblige les gens à aller chercher l'eau à pied. Cette situation cause de nombreux problèmes. Des travailleurs arrivent en retard au travail. Des élèves se rendent en classe en retard. Certains employés se lèvent très tôt pour aller chercher de l'eau là où elle est disponible. Des élèves rentrent de l'école sans avoir mangé faute d'eau à la maison ou mangent très tard parce que la préparation des repas a été retardée par le manque d'eau. Les habitants de Nyakabiga et Jabe appellent les autorités compétentes à intervenir dans les plus brefs délais afin de trouver une solution durable à ce problème. Ils estiment que la persistance de cette crise pourrait entraîner de nombreuses conséquences néfastes. Contactés pour réagir, les responsables de la régie des eaux à Bujumbura n'ont pas pu être joints pour donner leur version des faits. Merci à toi, Hervé Niyuhire. Concernant la pénurie d'eau potable, le directeur général de la régie des eaux affirme que la quantité de la production de l'eau n'est pas suffisante dans les provinces de Bujumbura et même dans d'autres régions du pays. Jean-Albert Manigomba rassure toutefois les habitants de la ville de Bujumbura qu'ils auront allégé mieux dans les 3 mois prochains suite au captage de l'eau dans les différentes sources situées à la périphérie de cette ville. Pour une solution à long terme à la pénurie de l'eau dans la province de Bujumbura, le directeur général de la régie des eaux fit savoir que le projet de la construction d'une deuxième station de pompage est en cours. La pénurie d'eau reste un problème général. La production actuelle étant insuffisante par rapport aux besoins de la population. Toutefois, des efforts importants sont en cours. Depuis 2021, le captage de l'eau a déjà été achevé sur 4 sources, Mutambo, Sagara, Matiazio et Nyamonga 2 en provenance de la province de Bubanza. La régie des eaux a également capté de l'eau dans un endroit appelé Gonzi. Il s'agit d'une grande quantité d'eau destinée à appuyer le site concerné. Les activités d'une durée de 3 à 4 mois seront menées et un changement sera perceptible. Par ailleurs, un grand projet de construction d'une station de pompage similaire à celle située à la radio a été lancé. Cette station sera implantée à Nyabugete, phase 4. Les moyens financiers sont disponibles. Un accord a été signé avec la Banque mondiale pour un financement de 80 millions de dollars américains. La régie des eaux a contribué à hauteur de 5 millions de dollars, comme le gouvernement du Burundi à travers le ministère des Finances.
À ce jour, un montant total de 90 millions de dollars est mobilisé. La planification prévoit que la ville soit reliée à la province de Cibitoke. Cette eau pourra également être distribuée à Cibitoke et devrait couvrir les besoins en eau potable pour une durée d'au moins 40 ans sans difficulté. Que les citoyens soient rassurés. De la même manière que le défi de l'électricité a été relevé, celui de l'eau le sera également. Nous dispensons de la capacité technique, des moyens financiers et de la détermination nécessaires. La population devrait bientôt oublier le calvaire de transporter des bidons d'eau sur la tête. Nous tenons ces voix du directeur général de la Régie des eaux à la radio-télévision nationale. Dans la rubrique réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR a réceptionné ce 30 janvier 2026 à l'aéroport international Melchior Ndadaye un lot de 25 tonnes d'aide humanitaire destinée aux réfugiés congolais installés à Busuma dans la commune de Ruyigi. La représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukangaeno, a précisé que cette assistance est destinée à 101 réfugiés. Nous sommes ici à l'aéroport international de Bujumbura. Nous sommes en train de recevoir des articles domestiques destinés aux réfugiés, les nouveaux réfugiés qui viennent d'arriver au Burundi. Comme vous le savez, ça fait depuis le mois de décembre qu'on a plus de 101 000 nouveaux réfugiés en provenance de l'Est du Congo et qui sont installés à Ruyigi, dans le site de Busuma. Et au niveau de ce site, nous avons encore d'énormes besoins, notamment pour les abris, pour les articles domestiques, les vivres, etc. Et là, nous avons dû lancer un appel au niveau du HCR, un appel interne. Le HCR a déclaré une situation d'urgence de deuxième niveau qui permet à ce qu'on puisse collecter des ressources qui sont même dans d'autres opérations, puisque ici on n'en avait pas. Et donc là, c'est l'opération de Djibouti qui nous donne un prêt, en fait, ici au Burundi, et même pour transporter les articles donnés par l'opération du HCR à Djibouti. Donc nous avons eu le groupe Europe, l'Union européenne et l'équipe Europe qui a financé donc le transport aérien. De son côté, la représentante de l'Union européenne au Burundi, Elisabetta Pietrobon, a assuré que l'Union européenne continue d'examiner la possibilité d'apporter des contributions supplémentaires. Dans le cadre de notre soutien au Burundi à travers les HCR pour la crise des réfugiés qui ont rejoint le Burundi en décembre 2025. Aujourd'hui, on a affrété les fonds aériens justement pour permettre à HCR d'amener ici les colis pour le camp de Busuma. C'est depuis décembre que l'Union européenne a répondu aux appels pour la crise des réfugiés et donc en collaboration avec HCR et d'autres partenaires, on a financé des biens, des matériels pour un montant déjà de 3 700 000 euros. Et je peux vous assurer que l'Union européenne continue à étudier la question et à voir si on pourrait avoir d'autres contributions. Signalons que 76 millions de dollars américains est le montant nécessaire pour répondre à la crise humanitaire provoquée par l'afflux massif de plus de 100 000 nouveaux réfugiés congolais. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 31 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Denis Claire, Ilaskoumba. Excellent samedi à toutes et à tous. Au revoir.